Quelles seraient les différences entre la Suisse et la France dans le climat, soit des transactions, soit des startups ou de la valo? Le français, il est angoissé. Si on ne travaille pas ensemble, en gros, que ce soit un deal ou une valo, ça peut pas se faire. Ça ne sert à rien de vouloir absolument la valo la plus haute possible. Ça aussi, c'est arrivé à l'un de mes confrères, pleine fusion et acquisition, et d'un coup, il y a 2-3 mecs qui veulent partir. Je ne pas la panique. Faire une évaluation et faire une transaction, ça n'a rien à voir. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast. Et aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Aristide Ruot, qui est un très vieil ami à moi. Ça fait bientôt 6 ans qu'on se connaît. Je suis très content de t'avoir avec moi aujourd'hui, Aristide. Merci beaucoup, Hugo. Merci beaucoup de m'accueillir ici dans ton podcast. C'est un véritable honneur. Et donc, j'espère que ça va plaire à l'audience. J'en doute pas. Écoute, déjà, ça fait 6 ans qu'on ne s'est pas vu. Exact. En 6 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Avant, tu étais sur Paris, c'est là où on s'est connus. Après, tu es parti en Suisse. Oui. Donc déjà, raconte-nous un peu quel est ton parcours, qu'est-ce que tu as fait, quelle est ton expertise. Raconte-moi un petit peu. Alors déjà, je vais peut-être me présenter. Alors bien sûr, tu m'as déjà un petit peu présenté. Moi, c'est Aristide. Voilà. Je suis parti en Suisse, comme tu l'as dit, il y a maintenant 5 ans. Il y a 5 ans de ça, on s'est connus. On était en stage ensemble. Il y a eu beaucoup de chemin qui a été fait depuis lors. Moi, pour tout te dire, j'ai fondé ma société il y a quelques mois, Ectelion, une société qui fait... Merci pour l'initiative. Merci. Société qui fait de la finance, qui fait de la valo, qui fait du M&A, qui fait de la due deal, etc. Voilà, sinon, un parcours suisse, je dirais. Voilà, avec ma femme, on s'est installé là-bas pour des raisons un petit peu plus familiales. Et donc, ça a été tout un parcours entre recherche de stage, aussi mon parcours à la banque pendant 4 ans. Puis, j'ai décidé de me lancer. Et puis, sinon, ensemble, ça a été vraiment super pendant quelques temps. Puis, de bons souvenirs. Aujourd'hui, rebelote. On remet ça. Exactement. Et tu l'as pas dit, mais tu es docteur en finance. Oui, alors, docteur en je finance. le dis pas. Je trouve, honnêtement, ça fait un peu prétentieux, c'est pour ça que je le dis pas. Je le mets sur mon CV ou je le mets dans mes mails. Mais étant donné que c'est un peu prétentieux, je le dis pas. Voilà. D'accord. Oui, donc j'ai eu ma thèse de doctorat en finance. Sûr. C'est alors. Attention, tiens-toi bien, c'est recherche sur les différentes méthodes d'évaluation, à la fois sur les options réelles et sur les diverses méthodes d'investissement dans le secteur des biocarburants. Alors là, ça ne doit pas parler à grand monde, mais moi, j'adore. Moi, je vois exactement ce que tu as fait. Super intéressant, options réelles, tout ça. Moi, c'est le cœur de mon métier. Donc exactement. Tu le sais, donc c'est un super thème de thèse. Du coup, j'imagine que c'est grâce à ça que tu peux proposer une offre aussi variée et étoffée dans ton cabinet maintenant. Mais je pense que c'est à peu près comme toi. Je pense que, comme on est dans le même domaine, je pense qu'il va y avoir certaines similarités. Bien sûr, ma thèse, ça m'a amené à faire de la recherche sur divers thèmes, sur les options, sur la valo, sur la fusion et acquisition. Donc, c'est pour ça que dans mon panel d'offres, je peux proposer plusieurs produits. Mais je pense que ça doit être aussi comme toi. Toi aussi, tu fais de la valo d'entreprise, tu fais du management package, tu fais des instruments financiers. Donc, honnêtement, je pense qu'on fait quasiment la même chose. Et je pense aussi un truc... Justement, dis-moi, quelle serait la différence fondamentale entre ton métier et le mien? Alors, qu'est-ce qui nous différencie ce qui nous différencie, alors moi, je dirais déjà que toi, tu dois être beaucoup plus pointu que moi en management package, etc. Parce que tu dois en voir tous les jours, tu dois être un expert. Ça fait quoi? Ça fait depuis 5-10 ans ça fait 5 ans qu'on a commencé au RIS. Voilà. Donc, je pense que tu as une expérience qui est nettement meilleure que la mienne. Donc, c'est pour ça que je fais ça. Mais si je devais recommander quelqu'un, ce serait clairement toi. Voilà. C'est gentil. Pour l'intéressement au capital, en fait. Voilà, exactement. Alors que toi, tu es peut-être plus dans tout ce qui est transactionnel. On en reviendra bien un peu après, mais toi, tu es plus dans au moment de la transaction, entre guillemets, alors que moi, je suis post-transaction. C'est ça. Pour tout ce qui est problématique d'intéressement au capital. Donc, en fait, c'est un peu ça, là, ce qui nous différencie. Toi, tu parles aux dirigeants pour vendre ou pour acheter, alors que moi, je lui parle après pour les différentes problématiques de valo qui peuvent en découler. Exactement. Tu vois, on peut avoir cette similarité-là. Par exemple, quand je suis mandaté pour un mandat de valo, là, je pense qu'on va être à peu près similaire sur
l'approche, sur comment on va aller aider le client. Par contre, après, si c'est un mandat de transaction, un mandat de due deal ou un mandat de structuration, là, bien sûr, ce sont des approches qui sont complètement différentes. Mais sinon, en termes de valo, et même là, par exemple, si tu fais une valo d'entreprise, je ne sais pas trop ce que tu en penses, mais si tu fais une valo d'entreprise ou une valo d'instruments financiers, même le process peut être complètement différent. Totalement. L'accompagnement peut être aussi différent. Donc c'est là où la psychologie du client va être différente, exactement. Là, je suis d'accord, que ce soit dans un cadre transactionnel ou n'importe quoi. Psychologiquement, quand on a affaire aussi, hein, je ne sais pas trop ce que tu en penses, mais moi, quand j'ai affaire à des clients qui sont à la fois stressés ou qui sont dans une transaction ou quoi, c'est pas du tout le même rapport. Et toi, justement, je pense que tu dois en avoir beaucoup plus que moi, et sur ça, tu dois avoir beaucoup plus d'expérience dans le cadre de Valo Pure. Et moi, justement, c'était ma question pour toi. Comment est-ce que tu fais pour gérer ce type de client? Comment tu fais? Parce que moi aussi, même si j'ai un doctorat, tout ça, j'ai énormément à apprendre de toi, ce que tu fais. La question porte sur à quel moment en particulier? Voilà, ou si tu as un client qui désire faire un management package pendant une transaction, qui a une négociation, comment est-ce que ce client, tu vas l'appréhender? Comment est-ce que tu vas le conseiller? Comment est-ce que tu vas le mettre en confiance, toi? Ok, c'est une très bonne question. Il y a vraiment deux moments où les management packages peuvent être mis en place. Le cas auquel tu fais référence, où là, ça va être le rush, ils sont en panique, il y a une transaction, ils veulent intéresser au capital, mon Dieu, comment on fait, catastrophe. Et après, le deuxième cas, c'est après l'opération, où là, on a le temps, donc on n'est pas du tout dans la même psychologie. Donc pour répondre exactement à ta question, on est dans le premier cas de figure. Là, la priorité du dirigeant, ça va être de comprendre quel instrument mettre en place et combien ça va coûter à la personne qui veut intéresser. Donc là, en fait, le but, c'est d'être clair et précis dans la manière dont on va structurer le management package, mais sans rentrer dans le détail du pourquoi, du comment, parce qu'il n'y a pas le temps, il manque tout le monde est pressé, et surtout combien ça va lui coûter. Donc il faut être capable d'être super réactif sur la valeur, l'ordre de grandeur. On parle de 200 000 ou de 2 millions. Donc il faut être capable, effectivement, de rassurer en disant... Et surtout de poser un regard extérieur. Parce que parfois, dans ce genre de contexte, le dirigeant arrive avec plein d'idées reçues, entre guillemets, ouais, je veux faire ça, on va faire ça comme ça, tel agrégat, machin. Ça, le problème, c'est que dans le rush, tu es obligé de dire, non, attendez, on n'a pas le temps, on n'a plus le temps, il faut faire quelque chose de simple, que tout le monde puisse comprendre, parce que si vous êtes pressé, le manager ou le dirigeant qu'on souhaite intéresser, il l'est aussi. Donc, il n'a pas le temps de lire un livre de finance. Il faut aller directement à l'essentiel et faire un contrat clair, simple, que tout le monde peut comprendre. Donc ça va être ça le but. Déjà, ça va être de temporiser un petit peu en disant l'idée initiale était très bien, on va juste essayer de clarifier, de poser un peu et de simplifier, réduire le niveau de complexité. Comme ça gagne du temps et puis nous, c'est plus facile aussi à évaluer derrière. C'est ça, parce que moi, j'ai un cas. Actuellement, je connais un ami. Il est d'une start-up actuellement pour une levée de fonds. Et dans ce contrat-là, en fait, si tu veux, la personne qui souhaite lever dit « Ok, moi, je n'ai pas de CFO, je n'ai pas de personne qui puisse m'aider. Est-ce qu'à la fois, tu peux m'aider à lever des fonds et tu peux aussi devenir mon CFO et est-ce que je peux t'intéresser au capital ?» Et c'est là où, à ce moment-là, il y a ce mécanisme de management package qui intervient. Et moi, justement, c'est là comment tu arriverais à structurer une telle opération, imaginons que ce soit des BSPCE, imaginons, comment est-ce que tu conseillerais et comment, dans la transaction, où est-ce que tu interviendrais? Tu interviendrais en amont, tu interviendrais en aval, comment est-ce que ça se passerait? Donc en fait, cette question, elle est un peu ambivalente. À la fois, où est-ce que tu interviens et comment? Voilà. Moi, en tant qu'expert indépendant ou à la place de la personne? Toi, en tant qu'expert indépendant, là. Alors, étant donné le schéma que tu mentionnes, je pense que... Alors, ça fait partie de ce qu'on appelle le management package, mais l'instrument, là, comme ça, qui me vient, ce serait plutôt des BSA ou des BSPCE en fonction de la société, mais ça peut être BSA ou BSPCE. Et donc là, en fait, tu interviens juste pour valoriser soit le prix d'exercice du BSPCE, mais il faut qu'il y ait la levée de fonds. Tant qu'elle n'a pas lieu, tu ne peux pas travailler. Et les BSA, tu vas évaluer aussi leur prix de souscription. Donc, en fait, c'est... l'un ou l'autre instrument, et en fonction de si la levée de fonds a eu lieu ou pas, on peut intervenir. Ok, donc c'est à ce moment-là, donc tu vas à la fois conseiller cette personne-là s'il vaut mieux partir sur un BSA ou sur un BSPCE. Ce qui est fondamentalement la même chose sur le principe, à la différence près que le BSPCE est donné gratuitement, alors que le BSA, il faut l'acquérir. Généralement, c'est pas non plus, c'est un peu l'épaisseur du trait. C'est pas ça qui fait capoter un deal, donc
ça va être en fonction... Bon, là, tu dis que c'est une start-up, donc elle peut sûrement émettre des BSPCE, mais si jamais c'était... Ou des salariés étrangers. Ça dépend. BSPCE, c'est très franco-français. Si on est sur du salarié... Enfin, si la personne est de nationalité étrangère ou travaille à l'étranger, ça peut être plutôt des BSA. Donc là, c'est plutôt au cas par cas par rapport à la situation de la personne. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de ça, tu mentionnes l'étranger. Chez nous, en Suisse, les management packages, c'est extrêmement dur à mettre en place parce que, tu vois, en fonction des différents cantons, il y a une fiscalité différente. Donc, chez nous, c'est plutôt fait maison. Tu vois, ça, c'est pas conventionné comme en France où c'est réglementé. Là, vraiment, par exemple, si tu veux un management package sur le canton de Genève, déjà, il faut voir si l'employé est bien sur le canton de Genève ou s'il n'est pas sur le canton de Vaud ou sur d'autres cantons. C'est extrêmement compliqué, nous. Donc, voilà pour le management package. Après, je ne sais pas si tu avais d'autres idées. À quel sujet ? Pour l'évaluation, pour la levée de fonds. Dans le cas de figure que tu me parlais. Exactement. Non, là, exactement. c'est un peu vraiment... C'est le cas classique. Hein. Ouais. J'en vois des DAF comme ça. Ça va être négocier un pool de BSA, une enveloppe de BSPCE. Après, on peut mettre en place vraiment un management package plus classique avec des ADP ratchet, etc. Mais là, ça ne se fait pas juste entre le dirigeant et le DAF. Ça va plutôt être tous les actionnaires et le DAF. Donc, ça ne peut pas se faire, entre guillemets, sur un coin de table. Ouais. Alors que quelques BSA, entre guillemets, ça peut être un accord, une sorte de rémunération, même si le terme est un peu vilain. Mais voilà, ça peut être comme ça. Ouais. Sinon, il faut passer avoir l'accord de l'actionnaire majoritaire, tout simplement. Bien sûr. Donc là, on rentre dans des schémas c'est plus long et il faut l'accord de tout le monde. Alors du coup, juste dis-moi, lorsqu'une entreprise suisse te mandate pour une transaction, comment elle vient vers toi ? Qu'est-ce qu'elle te demande exactement ? Comment ça se passe ? Par quoi tu commences ? Quel est le cas classique ? Dans le cadre d'une transaction, déjà, l'entreprise, elle me contacte directement, mais moi-même, je me pose toujours la question, est-ce que je suis le bon interlocuteur ? Est-ce que, dans ce cadre-là, est-ce que je vais l'aider au mieux ? Est-ce que je vais répondre à ses attentes de manière maximale ? Voilà, c'est vraiment la première question, parce que honnêtement, moi, j'hésite pas à recommander un confrère si je ne suis pas l'homme idoine pour cette situation. Généralement, je le suis. Voilà. Voilà. Et donc, ça marche comme ça. Moi aussi, je marche beaucoup au feeling. Je marche beaucoup à la confiance. Je marche beaucoup on en parlait tout à l'heure, aux valeurs. Pourquoi ? Parce que quand on accompagne un entrepreneur qui a dédié, là tu vois, par exemple, je connais une personne qui accompagne une entreprise suisse à la vente. Cette personne, justement, le dirigeant, a créé cette boîte en 95, donc en 95. Voilà. Donc l'entreprise, elle va avoir quoi ? Elle va avoir 30 ans. Quand tu mets en vente une telle entreprise, en fait, tu ne vends pas ton entreprise, tu vends une partie de toi-même. Ça, c'est très intéressant. Voilà. Donc, on parlait de psychologie. Voilà. La personne, elle ne vient pas juste te demander un conseil, c'est que carrément, tu t'incorpores dans sa vie, dans sa psychologie. Exactement. Et dans sa famille, du coup. Exactement. Voilà. Là c'est un vrai cadre familial. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que tu te retrouves au milieu à la fois des discussions pour céder la société, donc investisseurs, etc. Mais aussi, tu te retrouves dans un cadre familial. Donc, c'est très, très important de cerner l'ensemble des valeurs, l'ensemble de la cohésion sociale qu'il peut y avoir au sein de la famille. Et c'est à ce moment-là où on s'aperçoit que dans les transactions, la finance et le juridique, ça compte énormément. Mais l'aspect social, l'aspect valeur, c'est 60 à 70%, 70% du temps. Tu règles des problèmes entre, que ce soit le père, le fils, la belle-fille, voilà. Et quand on prend un mandat, il faut vraiment être... et ça, d'ailleurs, c'est à tous les confrères M&A, il ne faut pas être là que pour avoir un success fees. C'est pas ça. Tu accompagnes quelqu'un et il faut que le service soit optimal. Il faut que le service soit là. Si c'est fait de manière non intéressée, entre guillemets, je pense que tu comprends ce que je veux dire. L'intérêt de la société avant le success fees. On ne regarde pas le success fees que l'on va potentiellement obtenir avant d'avoir signé un mandat. C'est l'erreur absolue. D'ailleurs, je fais juste un parallèle avec moi, la Valo, ce que je peux voir.
des fois, dans certaines startups, on parle management package avant même que la société gagne son premier euro. On ne peut pas discuter pendant des heures de qu'est-ce qu'on va faire de l'argent quand il y en aura, à la place, en fait, de déployer cet effort dans la génération de chiffre d'affaires. Donc ça, effectivement, il peut y avoir une inversion de raisonnement, et c'est intéressant parce que du coup, tu confirmes pour le M&A, c'est la même chose. Il faut d'abord maximiser l'intérêt de la mission, en fait, de la personne morale, avant de parler, de regarder les chiffres personnels. Et même au-delà de la personne morale, c'est vraiment les individus. Tu vois, par exemple, dans la société, là, il y a un manager qui est là depuis assez longtemps. Et en fait, ce manager, il faut bien sûr qu'il reste dans la société. Parce que cette société, elle repose en partie sur lui. Donc, tu ne peux pas faire une transaction sans lui, tu ne peux pas lui dire ce qui se passe, tu ne peux pas lui faire peur, tu ne peux pas l'incorporer. Enfin bref, il faut qu'il soit là. Et donc, l'aspect humain, c'est fondamental. Voilà, tu peux pas juste dire ok, ça vaut tant, on vend à un tel. Non, ça se fait pas comme ça. Et même d'ailleurs, si tu vends à un investisseur qui est mal intéressé, par exemple, cette société-là, en fait, il y a un investisseur qui est venu en management meeting, tout bien, rencontre avec les dirigeants, super. Et mon ami, il me dit ok, d'un coup. L'investisseur, il dit quoi ? Oui, moi, je suis là juste pour prendre tous les actifs. Et les salariés, moi, je veux que l'opération, ça se passe vite. Et les salariés, on verra. Non, pas du tout. Voilà, donc ça ne s'est pas du tout passé. Ça s'est très mal passé avec cet investisseur-là. Il est venu en fait avec ses gros sabots. Il n'a pas compris les valeurs de la famille. Il n'a pas compris la valeur de la boîte. Et donc, au final, j'ai eu ouï dire qu'il s'est fait jarter assez vite. Non. Donc c'est intéressant parce qu'on voit, même si on a des métiers similaires, toi, donc, on vient de voir pour la transaction, on va dire voilà, j'aimerais vendre ma société, et tu vas acheter ou vendre. Tu vas faire tes travaux d'évaluation, des estimations, tout ça, et après, en te penchant sur l'humain, tu vas dire tiens, le manager là, il faudrait le garder, donc il faudrait mettre en place un management package. Tout à fait. Donc tu vas m'appeler. Tout à fait. Donc c'est là où on voit en fait nos deux métiers, bien qu'ils soient similaires. Ils n'interviennent pas au même moment. Mais c'est imbriqué. Et c'est imbriqué, parce qu'en fait, l'intérêt, enfin, comme tu disais, toi, tu peux faire une valo, mais si le manager, par exemple, en question, il s'en allait, la valo que toi, tu réussissais à faire, bien sûr qu'ils peuvent, le dirigeant, puis le cédant et l'acquéreur, peut-être se seront déjà tapés dans la main, pas de souci. Mais 2 ans plus tard, tu reviens, la boîte, elle est partie au tapis. Parce qu'un projet, c'est aussi une équipe. C'est ça. Donc, c'est là où, du coup, on voit vraiment, nos deux métiers sont vraiment imbriqués. Mais c'est juste une question de temporalité. Toi, tu arrives au moment de la transaction, juste avant, pour la préparer. Bien sûr. Et moi, mon intervention découle de la transaction, ou alors est l'un des piliers de la bonne réussite de cette opération. Donc en fait, on a des métiers similaires, on fait parfois la même chose, valoriser des entreprises, mais toi, tu vas le faire dans le but de vendre, alors que moi, je vais le faire, par exemple, après quelques mois ou années après l'opération, le dirigeant va dire, j'aimerais bien céder une partie de ma boîte à mes enfants, donc j'ai besoin d'un rapport pour savoir combien elle vaut, pour la donation, payer les impôts, etc. Donc on a d'importantes similarités, mais la temporalité diffère, ce qui fait qu'on a des métiers du coup différents, parce qu'on a on a affaire à une typologie de clients qui peuvent être similaires, mais qui ont des fois des états d'esprit différents, puisque quand ils viennent te voir toi, c'est pas au même moment que... C'est ça, exactement. Et j'ai même envie de dire que c'est par rapport à la demande. Dans le process, on a des demandes qui sont différentes. Quand on va entamer un processus de fusion et acquisition, bien sûr, on va voir un M&A guy. Ok, c'est super. Mais après, il faut aller voir peut-être un évaluateur indépendant. Après, il faut aller voir peut-être un mec qui va faire du deal. Après, il faut aller voir un avocat. Donc, en fait, tous les corps de métier seront représentés au sein de cette transaction. En fait, c'est juste une question à la fois de processus et à la fois de on attend quoi à tel moment. De quoi est-ce qu'on a besoin ? Ok, on a besoin d'un évaluateur indépendant pour un Banpack. Ok, on a besoin d'un évaluateur indépendant parce que là, on est en arbitrage. Ok, voilà. Je vois que ça se passe comme ça. Et en fait, vraiment, et comme tu dis, on a des métiers qui sont imbriqués, on a des métiers qui sont liés. On n'est pas du tout en confrontation. Exactement. Au contraire. On a des collaborations, on a des synergies. Globalement, c'est un écosystème commun. Et en fait, si on ne travaille pas ensemble, en gros, que ce soit un deal ou une valo, ça peut pas se faire. Exactement. Voilà, je sais pas trop ce que tu en penses, mais d'accord avec toi. Voilà. Et alors du coup, aujourd'hui, c'est quoi ta mission type ? Vraiment le cœur de ton expertise, quand on vient de voir, qu'est-ce que tu dois faire ? Vraiment
Quelle est la mission type? Alors, tu parles en transaction, tu parles en valeur d'entreprise. Alors, quand la personne vient de voir le dirigeant. Alors, on va peut-être pour aller au plus simple, on va décrire un peu le processus. Vas-y. Ok. Déjà, on me mandate. Voilà, je demande si c'est à l'achat ou à la vente. Ça change beaucoup pour toi? Honnêtement, non. Ça change l'état d'esprit? En fait, ça change. Le processus change. Bien sûr, quand tu es à l'achat ou à la vente, tu ne vas pas faire le même process. L'état d'esprit change parce que quand on est dans un esprit d'acquisition, on va essayer de rechercher la meilleure cible pour le client. On va essayer de négocier, je dirais pas au mieux, mais d'une façon différente. On va essayer d'avoir des synergies, de synergiser un maximum avec la cible, de trouver un terrain d'entente qui peut à la fois faire grandir l'entreprise que l'on va acheter et l'entreprise qui nous mandate. Voilà, c'est extrêmement différent. Mais si on part sur la vente, c'est assez simple, je dirais. D'accord. Premièrement, on peut distinguer 2 grandes phases. Tu as la phase marketing et la phase commerciale. La phase marketing, qui généralement va durer 1 mois et demi à 2 mois. Alors, il y en a qui sont beaucoup plus rapides que moi, mais moi, j'aime bien aussi prendre un petit peu mon temps et de tout structurer. En amont. La phase marketing, c'est quoi? C'est on va préparer l'ensemble des documents. On a préparé une liste de documents, on a pu savoir quoi en faire, que ce soit finance, fiscale, opérationnel, immobilier, tout. On veut tout savoir sur la société. En parallèle de la collecte de l'ensemble de ces documents, on va construire une data room. Voilà. Oui. En parallèle de ça, on va construire un teaser, on va aller construire un info mémo que l'on va ensuite envoyer aux investisseurs. Une fois que l'on a fait ça, donc, on contacte les investisseurs, donc on va passer dans la phase commerciale. Et c'est à partir de là où il y a les Q&A, management meeting, due deal, négo, et c'est terminé. Généralement, une opération, quand elle est plutôt bien menée, ça peut durer entre 6 et 9 mois. Aujourd'hui, on voit un petit peu un allongement. Okay. Aux alentours des 12 mois. C'est quelle phase qui s'est allongée? Marketing ou commercial? Marketing, ça va vite quand tu as la société qui répond vite à ta demande, quand tu fais des meetings journaliers, quand tu leur poses des questions, etc. Ce qui s'allonge, c'est plutôt dans les négociations, donc que ce soit dans la phase Q&A, avant la due deal. Généralement, les investisseurs souhaitent plus d'informations. Parce que en fait, s'ils s'engagent, si tu envoies une LOI et qu'ensuite ils rentrent en due deal, ça veut dire qu'ils vont engager des frais. Ils vont aller en due deal, ils vont aller faire les vérifications nécessaires, ils vont mandater une équipe, c'est souvent des équipes externes, c'est souvent des pros. Oui. Voilà. Tu vas mandater une due deal RH, une due deal fiscale, une due deal financière, une due deal opérationnelle, une due deal légale, etc. Donc, c'est lourd. Donc, généralement, c'est là où ça s'allonge. Et la due deal, moi, j'aime bien quand les due deals durent 4 à 5 semaines. Ça dépend de la taille du deal, mais c'est assez intensif. Tous les jours, tu as des questions, tu as des trentaines, des centaines de questions. Donc là, c'est vraiment lourd. Et c'est là où on voit vraiment l'apport du conseil en fusion et acquisition, parce que quand on conseille une entreprise, il faut que l'entreprise elle tourne aussi. À côté. Donc, tu peux pas dire, OK, vous répondez à toutes les questions et moi, je suis là. Non. C'est à toi de répondre à toutes les questions, de faire ton maximum. Voilà. Et donc, c'est ces 2 périodes qui s'allongent. Et à la fin, je dirais les négociations, parce que là, quand, avec les avocats, on commence à chatouiller un peu le SPA, là, ça peut s'allonger. Et surtout, quand il y a des personnes clés. On dit, OK, cette personne, il faut la sécuriser. Comment on fait? OK, on va mettre en place un management package où on va l'intéresser. C'est ça, en fait. Et c'est là où ça commence à s'allonger, parce que l'investisseur prend conscience de quoi? Que sans cette personne, la société ne tourne plus. C'est compliqué. Bien sûr. Ça nous amène à un point, j'aimerais savoir. Quand tu es à la vente, à quel moment tu te fais une valo, même à toi, même si tu n'en parles pas forcément, juste ta première valo, au minimum à toi, tu l'as fait quand? Tu l'as fait tout de suite? Tu l'as fait bien après? Moi, j'aime bien la faire au départ. Au départ. Ouais. Et à quel point elle sera différente du prix à la fin? Alors, ça, entre valeur et prix, quand j'établis une valorisation indicative, ça reste une valeur. C'est pour moi, c'est pour m'indiquer, OK, dans quelle fourchette, dans quel intervalle est-ce que je peux me situer? OK, on observe qu'il y a eu une transaction à peu près similaire qui a eu lieu dans ce pays-là, à ce multiple-là, etc.
Mais en fait, la vraie différence vient quand on va recevoir les offres non liantes ou les offres fermes. C'est là où on va avoir un prix. Et cette différence, elle peut être liée en fait à quoi? Elle peut être liée, entre la valorisation préliminaire qu'on a faite, le prix qu'on a reçu, il y a peut-être des éléments qui ont changé. On a découvert qu'il y avait un litige. On a découvert que un salarié souhaitait quitter l'entreprise parce qu'en fait, il n'est pas au courant qu'il y a une phase de fusion et acquisition. Ça aussi, c'est arrivé à l'un de mes confrères. Pleine fusion et acquisition, et d'un coup, il y a 2-3 mecs qui veulent partir. Je te raconte pas la panique. Oui, voilà, oui. Je te raconte pas la panique. Ça, donc en fait, la valo, elle a changé du tout au tout. Voilà. C'est vraiment, il faut qu'on approfondisse un peu parce que moi, c'est souvent une critique que je reçois en disant ouais, mais vous aviez valorisé 10 millions et je l'ai vendu à 15, vous êtes mauvais. On est bien d'accord. C'est aucune pertinence dans la phrase. Non, parce que c'est une valeur indicative et après, ça va être ajusté. C'est indicatif. D'éléments qui sont propres à la société dans un contexte de transaction. T'as complètement raison. Si 3 salariés s'en vont au moment où tu rachètes la boîte, c'est à la baisse. T'as complètement raison. En même temps, d'autres choses, j'en sais rien. Un super contrat qui sort, ça vient augmenter à la hausse. Donc, c'est des choses. Et là, c'est pas... On s'extrait de la théorie et on s'extrait de la valeur de marché. C'est ce que j'allais dire. C'est vraiment quelque chose qui est souvent, pourtant, c'est mal compris. Comme toi et moi, voilà, on rabâche, mais c'est toujours mal compris. Parce que c'est mal compris. La valeur de marché, c'est théorique, c'est un acteur qui n'aurait rien à voir dans l'histoire, combien il mettrait à peu près, quel est l'ordre de grandeur. Et c'est pas du tout ajusté du contexte de la société. T'as parfaitement raison. Du fait, par exemple, j'ai n'importe quoi, mais une société familiale où il y a que des gens de la même famille, c'est pas la même. La valorisation d'une société comme ça va pas être la même chose que si c'est que des gens qui se connaissent pas. Pas du tout. Ça, c'est un sujet moi qui m'est très cher. Oui. Mais parce que d'un coup, la famille est essentielle. S'il y en avait un, d'un coup, il y a un clash familial. C'est des choses qui sont spécifiques. À l'entreprise. Et l'évaluateur, comme moi, quand tu arrives, tu sais pas tout ça. Non. Tu sais pas tu sais pas forcément qu'il y a son fils dans la société, tu sais pas forcément qu'il a sa femme aussi avec lui. Tu n'en sais rien parce que tu n'es pas mandaté pour ça. Alors que toi, dans ton métier, comme tu dois aller chercher un mandat à la vente ou à l'achat, tu dois aller là-dedans. Tu fais ces due deals, comme tu disais, RH ou humaines, entre guillemets. Alors que le travail d'un expert indépendant, c'est juste de s'arrêter, entre guillemets, à la valeur indicative que tu mentionnes. Alors, les métiers, c'est les débats que j'avais entre faire une évaluation et faire une transaction, ça n'a rien à voir. Rien à voir. On peut le redire encore une fois. Voilà. Faire une évaluation et faire une transaction, ça n'a rien à voir. Docteur en finance. Non, mais... non, mais on est bien d'accord. Voilà, non, ça n'a rien à voir. Par exemple, on avait eu un cas, je vais pas dire qui, c'est complètement confidentiel. Et au sein de la banque, on avait eu un arbitrage. Comme ça, parce qu'en fait, il y avait à la fois une vision évaluateur, parce que moi, à l'époque, quand même, j'ai fait mes armes dans l'évaluation, on a fait nos armes ensemble. En fait, on était mandaté pour une évaluation, et non pas pour une transaction. Exactement. Donc là, l'exercice est complètement différent. Dans le cadre de l'évaluation, on va attendre bien sûr une valeur indicative parce que ça repose sur des méthodes théoriques et sur des méthodes. En fait, si on change un paramètre, tout change. Exactement. Tout change. Exactement. Voilà, on ne fait pas une due deal complète. Est-ce que y a, je ne sais pas, est-ce que vous allez acheter un camion ou un truc dans 10 ans qui pourrait avoir un impact sur les investissements ou même dans 5 ans qui pourrait avoir un impact sur ton DCF? On peut le faire, mais il faut s'arrêter à ce que nous, on sait faire. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. En transaction, là, on est obligé de tout savoir. Là, on est obligé de tout savoir, d'aller dans le fond des choses, de faire un databook, de faire un factbook. C'est complètement différent. L'exercice est différent. C'est à destination d'investisseurs, c'est à destination du marché. Ça n'a rien à voir. Et j'ajouterais même une chose. Tu as dit, oui, le client te dit, vous êtes trompé dans la valeur nana. La classique. OK, alors ça, ce que je dis à tous mes clients, attention, il y a la valeur qu'on ressent. Par exemple, là, j'ai des clients qui sont, ça fait un certain temps, qu'ils ont une société et le patriarche, patriarche à l'ancienne, il me dit, oui, ça fait 40 ans que j'ai ma société, ça vaut des millions et des millions. Je le regarde comme ça, je dis non. Donc il me regarde, fait, comment ça, non? Je dis non. Je dis, regardez, si on prend ça factuellement, vous avez un EBITDA de X, je le multiplie juste par 5, 6, vous n'arrivez même pas à la moitié de ce que vous êtes en train de dire. Et si on part dans une transaction, est-ce que vous pensez qu'un investisseur serait
capable de payer 15 fois, 20 fois ça. C'est super intéressant. On va revenir sur les méthodes de valo juste après. Vas-y. Mais ce que tu dis, c'est aussi, ça me fait réagir parce que quand tu dis la valeur perçue, moi, ça fait des années, que tu es au courant, parce que tu as dû voir tout ce que j'ai raconté sur LinkedIn depuis des années, le concept de valeur post-money chez les startups. Ça va droit au cœur des fondateurs, mais droit au cœur. Comment dire ? On affiche quelque chose, ça y est, c'est vrai, et c'est dans leur poche. C'est encore pas compris que la valo post-monnaie, déjà, ça n'a pas aucun fondement économique, c'est un produit en croix, je leur dis, et ça n'est pas égal à la valeur que le fondateur pourrait vendre sa société. Et à chaque fois que j'ai quelqu'un qui me dit ma startup vaut 50 millions, je leur dis, vendez-la 50 millions. Ben là, il n'y a personne qui l'achètera 50 millions. Tu as vendu 10% de ton capital, mais tu n'as pas vendu 100%. Parce que personne ne l'achèterait sur la base de cette valeur-là. Et ce qui est marrant quand même, parce que là je vais faire un parallèle avec le contexte politique actuel, c'est que tout le monde trouvait ça formidable, la valeur post-monnaie avant. Donc c'était moi qui avais tort. Tout à fait. Que non, la valeur post-monnaie, c'est super. Taxe Zuckman, on parle sur la valeur post-monnaie ou on demande un rapport d'experts indépendants ? Là, d'un coup, finalement, non, mais on est tous d'accord que la valo post-monnaie, non, c'est pas ça qui servira de base de calcul. Voilà. C'est le rapport de l'expert. Quand ça arrange un peu. La dissonance cognitive, complètement. Et d'ailleurs, justement, ça m'amène à la question suivante. Quelle est la source principale d'écart entre le prix et la valeur, selon toi, dans tes opérations ? Quels ont été les grands éléments intangibles, justement, qui ont augmenté à la hausse ou diminué à la baisse la valeur que toi, tu avais trouvée moi je dirais, là je vais prêcher un peu pour ma paroisse. On est là pour ça. Tu as l'apport quand même du conseiller en fusion et acquisition. Il est toujours plus facile de céder une société, là je parle dans le cas de cession, voilà, quand l'emballage est bien fait. Voilà. Quand le packaging est bien fait, ça compte énormément. Voilà. Quand on fait un document de vente aussi qui est professionnel, qui est de qualité, quand il y a un accompagnement qui est là, quand l'opération se passe bien, quand on discute de manière constructive avec les investisseurs, parce que je déteste au plus haut point les investisseurs qui viennent me voir et qui arrivent comme des cow-boys, insupportables. Justement, moi, je préfère avoir un investisseur qui soit constructif, qui comprenne, qui est même dans la négociation, même rude, c'est pas grave, mais qui soit pas là comme un cow-boy. Voilà. Donc, ce qui fait la différence, je dirais en un, dans une transaction, l'apport du conseiller en fusion et acquisition. Là, on est dans de la prime. Voilà, exactement. Ce qui peut être en décote. En décote, un exemple. L'opposé, l'un des employés qui s'en va, voilà, au moment de la transaction, là, c'est un énorme coup dur. Quelqu'un qui serait là depuis le début, par exemple. Voilà, exactement. Un autre cas, il y a 4-5 ans, c'était l'un de mes confrères, il était sur un autre deal. Une boîte dans l'horlogerie. Suisse. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il s'avère que dans l'atelier, il y avait l'un des maîtres qui partait. Alors là, je peux te dire que la décote, elle est là. Ok. Parce que quand tu as un maître horloger qui s'en va, ou même que ce soit une machine qui tombe en panne, qu'il faut la racheter, ou n'importe quoi, mais quand tu as le maître horloger qui s'en va ou qui tombe malade pendant un certain temps, je peux te dire que ta montre, là, elle va sortir que dans 2-3 ans. Il faut remplacer cette personne. Mais cette personne, elle a été formée pendant 30 ans, pendant 40 ans. C'est infaisable. Donc là, c'est très, très compliqué. Donc là, la décote, elle est fatale. Et tu dirais comme... C'est une question... L'ordre de grandeur entre la valeur et le prix, c'est une vraie fausse bonne question. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un zéro en plus, c'est difficile. C'est plutôt 20-30%. Mais encore une fois, c'est une vraie fausse bonne question. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste quand tout se passe bien, entre guillemets, qu'on ne découvre pas une horreur, quel est l'ordre de grandeur ? Alors, s'il n'y a pas de bêtises, s'il n'y a pas d'horreur, s'il n'y a pas de litige, etc., généralement, on est plus sur des primes. Ces primes-là, elles sont, moi, je dirais, entre 20 et 35% grand max. Ok, mais c'est pas x10, c'est pas x5. Non. Généralement, si le travail de valo au début est fait, on va dire, entre guillemets, correctement... Oui. C'est une question de prime et décote, effectivement, en fonction du contexte. Mais l'ordre de grandeur, déjà dans la tête, si tu t'étais dit que ça valait 10 millions, peut-être que ça vaudra 12 à la fin. Voilà. Mais c'est pas 100 millions au lieu de 10. Par exemple, il y a eu un de mes collègues qui a fait un deal dans la construction. Voilà. Énorme deal, société suisse, rachetée par une société française. Super. En fait, la prime, en plus,
sur une base 100, ils sont montés à 120. Donc en fait, là, il y a une prime de 20. 20%. C'est à chaque fois ce que j'ai remarqué. Pareil, sur un deal dans l'industrie, la prime a été de 15. Mais on est toujours au-dessus des 10%. C'est pour ça aussi que je trouve que dans les modèles d'évaluation, quand c'est indicatif, moi, ce que je fais, je donne toujours un intervalle. Alors justement, ça m'amène à la question suivante. Comment on évalue une société en Suisse ? Quand on est suisse, tout le monde n'a pas cette chance. Comment on s'y prend en tout cas, toi, tu t'y prends, et éventuellement, s'il y a des différences avec ce que des confrères ou d'autres organismes en Suisse peuvent faire, comment ça se passe ? Alors, il y a une différence avec la France. En Suisse, on va parler surtout, c'est quelque chose, en fait, si tu veux, anecdote, j'arrive je sais pas, on devait être en 2018 ou 2019. J'arrive en tant que stagiaire dans une banque d'affaires américaine, et là, le MD, il me dit, on doit faire une évaluation, mais la méthode, elle est assez bizarre. Je dis, ah bon ? Il me dit, oui. C'est la méthode des praticiens. Comme ça, je sais quoi ce machin. J'allais en parler. Il me dit, en fait, parce qu'en fait, l'histoire, c'est qu'on avait des clients américains qui ne comprenaient pas pourquoi on n'appliquait pas un DCF ou un multiple ou nanana, mais qu'on devait en Suisse faire cette méthode-là. En fait, c'est une méthode qui a été mise en place par l'administration fiscale. C'est quoi ? Suisse. Non, on précise quand même ce que... Suisse, là-bas, c'est Suisse. Voilà. Ouais, non, c'est Suisse. Et en fait, ça dit quoi ? Ça dit tout simplement qu'on va prendre à la fois la valeur substantielle. La valeur substantielle, c'est quoi ? C'est un gros mot pour dire que c'est l'actif net comptable ou c'est les capitaux propres. Mais qu'à ça, on va aller, en gros, additionner une valeur de rendement. Et on va donner plus de poids à la valeur de rendement et un peu moins de poids à la valeur substantielle. Donc, c'est à la fois un mélange, comme on dirait en France, de méthode patrimoniale et d'une valeur de rendement. Voilà. C'est-à-dire rendement, ici, en Suisse, c'est quoi ? On va faire la moyenne sur les 3 dernières années de ton résultat net. D'accord. Et on va diviser ça par un taux WACC. Voilà. Ok, qui est de combien voilà. En Suisse ma question, c'est... Enfin, je soulève parce que moi, dans ma tête et de ce que j'ai pu entendre, j'appelais ça, mais la méthode suisse, c'est... Moi, j'ai entendu des gens dire, on prend EBITDA, on divise par 10. Enfin, 10%. On divise par 10%, donc ça fait x10. Alors, souvent... Méthode directe, méthode suisse, je ne sais pas si c'est vrai, pas vrai. Tu as raison. Alors, méthode directe. Alors, moi, ce que j'ai souvent vu, parce qu'en fait, en Suisse, et même moi, d'ailleurs, quand je fais une évaluation, je demande à chaque fois la valeur fiscale des titres pour voir à quelle valeur le fisc évalue la boîte. Parce que c'est leur méthode à eux, la méthode des praticiens. Voilà. Souvent, ce que j'ai vu, je ne sais pas si c'est un hasard, j'ai vu 8,5% de taux de WACC. 8,5%. Mais en pratique, moi, je suis souvent entre 10 et 12. Tu sais, parce que tu fais tes tables de sensibilité. Oui, pour pas avoir un truc figé et qui veut dire n'importe quoi. Moi, je suis souvent entre 10 et 12. 10, ça me paraît plutôt faire. En Suisse, ça me paraît plutôt faire. Après, bien sûr, je pense que tu sais, mais c'est par rapport au secteur. Voilà, si le secteur est risqué ou non. Par exemple, tu vois, il y a une personne qui accompagne une start-up pour une levée de fonds et la start-up est extrêmement tech. Voilà, il y a beaucoup de technologie, il y a du brevet, etc. Donc, taux WACC, moi, je pense qu'il faut mettre ce qu'on appelle un TRL. C'est Technology Readiness Level. C'est quoi ? En fait, ça va augmenter ta WACC en fonction du risque technologique. D'accord. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Moi, c'est ce que je fais. Et c'est beaucoup pratiqué aux États-Unis. Peu en Suisse. Alors, je ne sais pas en France, ça ne doit pas trop se voir non plus. Mais ouais, c'est le TRL ou le MRL. Manufacturing Readiness Level. Ok, et donc ça, c'était pour l'approche directe ou de rendement. Donc, c'est la moyenne des 3 derniers résultats nets divisé par un WACC qui vaut grosso modo 8, 9, 10, 11%. Exactement. Quelque chose comme ça. Ouais, c'est flou ce qu'il faut. Enfin, ton avis là-dessus, toi, tu retiendrais ça comme approche ? Toi, quand tu fais tes travaux, je la mets toujours parce que, par exemple, je suis mandaté pour une évaluation. Si c'est dans un cadre fiscal, je la mets obligatoirement. Alors, justement, moi, mon point de vue, c'est pour la transaction. Toi, quand tu fais ta valo, quelle méthode, toi, tu mets dans un cadre transactionnel ? Non, moi, je mets pas, c'est rare. Je mets des méthodes de marché. On t'écoute. En Suisse, je mets des méthodes de marché, je mets des méthodes traditionnelles. C'est-à-dire ? On va mettre multiples boursiers, multiples transac, DCF. Ça m'arrive de faire un rendement sur un EBITDA ajusté. Voilà. Mais je ne prends pas les 3 dernières années. Ce que je fais, c'est année N-1, année N plus 1. Okay. Parce que ce qui est important, c'est de capter ce qui s'est passé avant. Tu captes ce qui se passe maintenant.
et tu captes ce qui va se produire, ce qui peut se produire. D'accord. Donc là, c'est assez important. Et quand tu fais cette méthode-là, tu te rapproches énormément du DCF. Énormément. Voilà. Tu es un petit peu plus bas, mais ce qui fait que quand tu fais un intervalle de tes boursiers, intervalle de tes transacts, intervalle de ton DCF, cette méthode de rendement, tu arrives quasiment pile poil entre toutes. Ok, donc du coup, tu as dit donc N-1, N plus 1, et du coup, tu en fais quoi? Je divise par WACC. C'est un taux de rendement. Mais le même que taux de rendement standard. Oui, bien sûr. Exactement. Okay. Et après, bien sûr, c'est ta WACC. Après, tu la fais varier. Évidemment. Tu mets ce que tu veux. Tu mets pas ce que tu veux dedans, mais tu mets les paramètres et les hypothèses qui font que il faut que ce soit justifiable, bien sûr. Alors du coup, PME, sans risque technologique, l'ordre de grandeur du WACC pour une PME, truc classique. 10-12. 10-12. Ouais, je dirais 12. J'aime bien, moi, le 12, parce qu'en tant qu'évaluateur aussi, c'est important de se protéger pour pas que le client puisse à la fois dire « Oui, mais vous êtes trompé sur la valo. » Voilà. Quand tu mets un WACC central de 12, tu peux le faire varier entre 10 et 14. 14 pour une PME. Ensuite, ça commence à faire beaucoup. Okay. Donc, tu peux le faire varier. Et puis, voilà, après, tu négocies. Au final, il ne faut pas considérer, moi je pense, je ne sais pas ce que tu en penses, il ne faut pas considérer la valo comme quelque chose de statique. Jamais. Intéressant ça. Non, oui. Jamais. Si tu considères la valo comme un produit statique ou comme, je dirais, comme une structure stationnaire, ça ne marche pas. Parce que dès le moment où tu fais la valo, le lendemain ou le surlendemain, tu peux avoir un événement qui change complètement. C'est ça. Donc en fait, tu le prends pour ce que tu as fait maintenant. Mais demain ou après-demain, la boîte, elle peut perdre de la valeur ou monter. Voilà. Ok. Et tu dirais que c'est quoi les grandes différences entre ce que tu as vu pour les pratiques en évaluation, ce que tu as vu en France et ce que tu vois en Suisse, toi ou tes confrères? Il y a quelque chose qui te marque dans les deux écosystèmes ou pas? Moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment cette méthode des praticiens, valeur substantielle. C'est ça. En fait, je pense que pour un Français qui arrive en Suisse, c'est plutôt... dire ok, il faut s'adapter aux nouvelles pratiques. Après, c'est pas tant différent. Par exemple, dans toutes les transactions, on retrouve les boursiers, on retrouve les transacts. Donc, ça change pas tellement. Voilà, c'est juste cette méthode des praticiens qu'il faut avoir en tête. Mais ça, elle est carrément utilisée par l'administration fiscale. Oui. Quand tu demandes la valeur fiscale des titres, c'est clairement ça. Tu vois, c'est ça. Ils te donnent un papier, ça fait 2 ou 3 pages. Puis, en fait, ils prennent la boîte, les actifs de la boîte. Les actifs, donc la valeur substantielle, elle est ajustée. Nous, ce qu'on pourrait dire sur cette valeur substantielle ajustée, ça correspondrait à un actif net comptable réévalué. Voilà, exactement. Par exemple, si la société détient un immeuble et que cet immeuble prend de la valeur, et bien sûr, faut inclure cette réserve latente, ce potentiel latent, ajusté de l'impôt. Et là, tu as ta nouvelle valeur substantielle. Okay. Voilà. Donc c'est l'équivalent d'un actif net réévalué en France. C'est ça. Dans quel contexte l'administration fiscale suisse réalise ces valos? Il faut aller les voir, ils le font eux dans leur coin quand il y a un contrôle. Comment... Alors moi, je l'ai eu pour 2 cas, et c'était à chaque fois, c'est assez marrant, je l'ai eu pour des clients américains. Quand des clients américains, ils souhaitaient soit céder leur part ou soit rapatrier leur part dans des sociétés suisses. Dans des boîtes, exactement. Oui, eux-mêmes ayant des parts dans des sociétés suisses. Voilà. Et eux, ils sont américains. Exactement. C'est là où j'ai vu ça. Ou bien quand il y a litige fiscal ou expatriation. Non, alors... alors, pourquoi ils arrivent en Suisse, alors, ça, ceci, c'est un point important. Quand tu vends une société, il y a ce qu'on appelle un gain en capital. Quand tu vends tes titres, tu n'as pas d'impôt. Ça s'appelle un gain en capital. En Suisse, il faut faire par contre attention à la LPI, liquidation partielle indirecte. Exemple simple. J'ai accompagné une société, énormément de cash dans la boîte. Et là, en fait, on s'aperçoit que l'acheteur, il est en train d'utiliser la trésorerie de la boîte pour se verser des dividendes. Mais bon, en fait, ce qui veut dire par là qu'il a payé la boîte, certes, mais il a utilisé la trésorerie de la société pour se rembourser lui-même. Et donc là, je peux te dire, il s'est fait allumer. Alors, en France, c'est... Ça. Comment dire, c'est fatal. On peut le voir. Donc dans tous les contrats, LPI, donc ça, en Suisse, on vérifie. Ça par contre, je pense c'est les points au-delà des garanties actifs-passifs, des trucs standards qu'on voit, les clauses de non-concurrence, et nanana.
LPI, c'est fatal. Alors qu'en France, c'est quelque chose qui existe. Non, mais attends. Imagine, tu payes la boîte 2-3 millions et tu utilises ensuite la trésorerie de la boîte que tu as achetée pour te reverser ça en dividende. Non, en fait, tu as acheté la boîte avec l'argent en fait, qu'il y avait dedans. Oui. Attends, on est où là ? En France. Voilà, là, mais bon. Ça c'est un sport national. Donc ça, il n'y a pas le droit. Et eux, ils arrivent et ils font une valo fiscale. Donc, alors, j'ai pas bien compris pourquoi ils font cette valo fiscale-là. C'est dans quel ils se protègent de quoi, je veux dire. Parce qu'on a compris que là, c'est net pour la trésorerie, etc. Voilà. Alors, donc là, ils ne peuvent pas se faire avoir. Alors, par exemple, il y a une société aussi, c'est un confrère, société aussi familiale. Ils vont faire cette méthode-là dans le cadre d'une demande de ruling. Ruling fiscal. C'est quoi ? C'est de dire, OK, au fisc, on a fait cette évaluation-là, l'évaluation de la méthode des praticiens qui ressemble à cette méthode fiscale, la valeur de la boîte, ça donne ça. En fait, aussi en Suisse, c'est un point assez important. On discute très facilement avec le fisc, avec toutes les différentes administrations. Personne n'est bloqué. Personne. Et au contraire, le fisc préfère qu'on aille les voir et dire, bon, des fois, si on peut éviter, c'est bien, mais ils ne sont pas du tout contre le fait qu'on aille les voir, qu'on leur demande des conseils. Au contraire. Ceci, c'est un point peut-être avec la France. Ils sont assez ouverts. Et donc, dans le cadre d'une demande de ruling fiscal, on peut faire cette méthode-là. Pourquoi ? Parce que la méthode des praticiens est corrélée à la méthode fiscale. Et comme ça, on voit la valeur de l'entreprise grâce à cette méthode-là. Et le fisc va nous dire oui ou non, on peut faire cette transaction. Est-ce qu'il y a bien un gain en capital qui est fait lors de la vente ? Voilà, ça c'est un cas. Donc, valeur, méthode des praticiens par rapport à une demande de ruling. Et pour tout ce qui est application de décote ou autre, comment c'est perçu ? D'ailleurs, par l'administration fiscale suisse ou par les investisseurs ou par les acheteurs. Oui. Vraiment, comment c'est perçu ? Qu'est-ce que c'est quelque chose de... Parce qu'il faut distinguer entre guillemets, les primes implicites dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est totalement différent parce que facialement, on ne le voit pas. Oui. Là, je parle vraiment de celles qu'on applique. On dit, voilà, il y a ça et on met telle décote, doigt mouillé, le vent a soufflé, ou je ne sais pas. Comment c'est perçu ? C'est assez difficile. La fameuse décote d'illiquidité, par exemple. Voilà, alors c'est assez difficile. Faut bien faire comprendre. Dans le cadre d'un mandat d'évaluation, il faut dire à la PME, aux dirigeants, OK, on a mis une décote d'illiquidité. Pourquoi ? Parce que votre société, elle n'est pas cotée en bourse. Donc vos titres sont beaucoup moins liquides. On ne peut pas les vendre, on ne peut pas acheter. Comme ça, donc ça fait qu'on va mettre une décote. Parce que vous êtes dans un marché privé, vous êtes dans un marché fermé. Mais quand tu expliques ça, que sa boîte qui est censée valoir 10, elle en vaut que 9, ça grince. Mais après, moi, j'ai envie de dire, et c'est ce qui m'est arrivé, ça grince ou que ça grince pas, c'est pareil. J'ai pas envie de rentrer dans des débats. Est-ce que ma boîte est vaut tant ? Il y a des méthodes qui sont appliquées, on les applique comme ça. Et aussi, ce qu'il faut faire comprendre, c'est que la valeur perçue, ça, c'est très difficile. Une personne qui a mis 30 ans de son cœur dans sa boîte, il va toujours dire, OK, ma boîte, elle vaut 50 millions, 60 millions, 100 millions. Non, ça vaut pas ça. Il faut faire en sorte que l'entrepreneur ait les pieds sur terre. Ça, c'est vraiment important. Et alors, je pousse le raisonnement. Vas-y. Si, concernant, pour l'administration fiscale suisse, donc ils ont leur méthode rendement et puis substantiel, etc. Méthode des praticiens. Si la société arrivait avec un rapport d'expert français qui fait donc les méthodes classiques qu'on voit chez nous, multiboursier, Transact, DCF, et qu'il arriverait, par exemple, bien en dessous de la méthode des praticiens. Généralement, tu arrives bien au-dessus. Oui, mais admettons, tu sais, par X ou Y moyen, voilà. Comment est-ce que ça ça passe pas, perçu, mal perçu? Non, il y avait eu un cas quand j'étais à la banque, et bien sûr, il y avait eu un arbitrage. Honnêtement, tant que les méthodes, en Suisse, tant que les méthodes sont justifiables, ils ne vont pas aller t'embêter. Okay. Non, ils ne vont pas aller t'embêter. Voilà. Si, par exemple, en face, acheteur, vendeur, t'en as un qui a 150 millions et l'autre qui a 140, à 155, bon. OK, ça veut dire qu'entre les deux, il y a un arbitrage à faire, mais il n'y aura pas de souci particulier. Non, voilà. Pas de souci. Okay. Après, si toi, Français, tu arrives dans une négociation, si le prix ou si ta valeur est multipliée par, 2, 3, 4, là non. Là, on va te demander pourquoi, on va te challenger. C'est pas logique, tu vois.
Et concernant les instruments financiers, par exemple les management packages, tout ça, ça existe, c'est valorisé, pas valorisé. Ça existe. Il y a des méthodes qui sont appliquées, bien, pas bien. Ça existe. Alors c'est plutôt, moi de ce que j'ai vu, plutôt des méthodes composites. On va prendre un brick de ci, une broc de là. Ce qui est très difficile ensuite, c'est que tu vois, chaque canton a sa fiscalité. Donc ça veut dire que tu peux pas faire la même chose entre les différents cantons. Donc c'est très très compliqué. Les management packages que moi j'ai vus, il y en a eu un. À l'époque, moi je connaissais une personne il y a 3-4 ans qui avait essayé de faire la valo d'un management package. Et puis c'était quoi? C'était des ADP ratchet c'était quoi? Même pas, c'était un truc standard. C'était si EBITDA. Oui, mais c'est earn-out. Voilà, earn-out. Okay, merci. Okay. Ils essaient de faire un DCF, tout ça, mais c'est applicable, bien sûr. Mais ça n'a rien à voir avec des méthodes reconnues et de. Tu sais que ça, il y a toujours en France, il y a toujours des cabinets qui évaluent avec une sorte de DCF un peu. Non, mais ça existe encore. Moi, il y a quelques cabinets. Moi, je t'avoue, hein, j'ai zioté le machin. Je me dis, mais heureusement que c'est pas. Parce qu'en fait, heureusement que c'est pas moi, parce que j'aurais eu énormément de mal à défendre ça. Oui, voilà. Oui, parce que c'est impossible. L'ornate, ok, si EBITDA au-dessus de telle et telle valeur, alors on donne ça. Mais en fait, si tu fais un DCF, ton DCF 1, il va être statique. Bah oui. C'est pas possible. Donc, en fait, dans le DCF, tu mets ce que tu veux. Voilà. Croissance, Donc, en fait, il faudrait que ton DCF prenne en compte plusieurs hypothèses, que tu fasses, en fait, un optimiste, un pessimiste, plusieurs scénarios. Une méthode, en fait, optionnelle. Hein. Exactement. C'est le principe. Exactement. Il faut prendre la volatilité, il faut prendre les divers scénarios, il faut prendre la durée. Enfin, voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec un DCF. Mais ça passe. Rien à voir. Au cas où. En fait, si tu veux, c'est le bruit que j'avais entendu. Ça a été mis un peu sous le tapis parce que les évaluateurs étaient un petit peu gênés. Un peu gêné. Ils étaient un peu gênés. De leur travail en fait, ce qui s'est passé, il y a eu un autre type de négociation. C'était bon. On sait que la société, à peu près par an, elle fait... alors, c'est une boîte. Elle faisait à peu près 4 à 5 millions d'EBITDA par an. On dit, OK, si elle fait au-dessus de 4,5 millions, on te donne tant. Point. Au final, ça s'était réglé en négociation pure qu'en termes de valo. Voilà. Non, mais parce que je pense que les gens, même chez nous, les financiers ne sont pas forcément avertis à ça, ils ne sont pas forcément éduqués à ça. Mais en tout cas, c'est ce que je vois en Suisse. Énormément de problèmes dans les manpack, tu vois. En France, c'est peut-être un petit peu mieux. Enfin, je ne sais pas pour toi. Ouais. Il y a les deux. Malheureusement, il y a encore des cabinets qui font avec l'approche par les cash flows. Alors, ils font... c'est une tambouille interne, j'imagine. Ouais. Voilà. Normalement, on est censé... ça doit être terrible. Oui. Oui. C'est terrible. Oui. En fait, il faut essayer de... Le but, pour moi, dans ce genre d'instrument, il faut que le travail de valo soit le plus neutre possible. Je sais que c'est toujours difficile d'avoir une position quand tu es expert indépendant. Et d'ailleurs, c'est un sujet en ce moment sur LinkedIn ou quoi. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Il y a des experts qui ont fait des choses, etc. C'est toujours une position qui est compliquée, mais le but, un bon travail de valo, et je renvoie à tout ce que je peux dire sur les startups, c'est un travail qui n'est pas très sensible aux hypothèses qui sont retenues par les évaluateurs. Parce que plus c'est sensible, moins c'est bon, en fait. Bien sûr. Donc, par exemple, si tu fais un DCF, tout le monde le sait, qu'un DCF, si tu changes le WACC, ça change tout. Donc, si tu commences à évaluer tes instruments et à payer une éventuelle fiscalité dessus sur quelque chose où le moindre bouton sur lequel tu appuies, tu divises par 10, c'est pas sérieux, c'est pas... Entre guillemets, c'est pas transparent, c'est pas honnête. Le but, c'est d'adopter des méthodes et des hypothèses où ça changera pas énormément, tu vois. C'est ça l'objectif. Et par exemple, les méthodes optionnelles, c'est ça l'intérêt de ce genre d'approche, c'est que fondamentalement, la grande partie du résultat que tu obtiens, c'est fondé uniquement sur les caractéristiques de l'instrument que tu évalues. Et ça, tu n'y peux rien, toi, en tant qu'évaluateur. Je prends un exemple très simple pour tout ce qui est management package, qui sont mis en place sous forme d'actions de préférence ratchet, seuil du multiple TRI. Toi, tu ne changes pas le seuil, tu ne changes pas le TRI, c'est pas toi, c'est pas ta faute. Non. Donc, ce qu'il faut, c'est que le peu d'hypothèses que tu prends, par exemple la volatilité, faut pas commencer à prendre 10% de volatilité, tu vois. Ni 100%. Si tu prends quelque chose d'à peu près honnête, imagine 100%, 30%, imagine machin. C'est tout. Le but, c'est que tu prennes des hypothèses qui ne changent pas sensiblement le résultat. Je suis complètement d'accord avec ça. Moi, le problème que j'ai, tu vois, et toi, je ne sais pas si tu as ça, dans l'explication d'un modèle optionnel. Quand tu expliques ça à un client ou à un non-initié... Oui. Ah oui, alors là... Waouh. Alors, il y a deux types de clients. Ceux qui te font totalement confiance et ils s'en fichent. Et puis ceux, au contraire, je comprends pas ça, machin truc. Et après, c'est toujours compliqué parce que tu peux pas donner un cours magistral, tu peux pas rattraper non plus une formation de finance que le dirigeant n'a pas forcément. Parce que le dirigeant, c'est un entrepreneur et il a d'autres
Il y a plein de qualités, pas forcément celle d'avoir connaissance de tous les rouages de la finance. Donc ça, c'est toujours une position qui est compliquée d'expliquer ce genre de méthode. C'est exactement ça. Quand tu commences à expliquer ça, quand tu dis que ça part d'une option financière qu'on transforme en option réelle, et là, c'est terminé, on peut arrêter, c'est fini. C'est ça le problème. Pourtant, ce serait extrêmement utile dans notre métier que les gens soient sensibilisés à ça. Même nous, en termes de valo, même en termes de valo d'entreprise, ça nous donnerait une latitude énorme. Même que ce soit en complément d'un DCF ou quoi, de le mettre de manière systématique, ce serait génial. Mais pour ça, par exemple, tu vois, il faudrait que la réglementation soit claire à ce sujet, en France ou en Suisse d'ailleurs, de dire les management packages, par exemple, doivent être évalués avec telle méthode. Point. Il faudrait éviter de laisser planer le doute. Il faut utiliser les méthodes. Exactement. Et je reviens, moi, sur mon cœur d'expertise pour les startups. Il y a quelque chose qui est terrible pour l'évaluation des startups, c'est que le BOFIP, toutes les recommandations fiscales, mentionne que l'expert indépendant devra utiliser les méthodes reconnues. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi ? Quates, voilà. Et le problème, c'est que ça peut être tordu, retordu dans tous les sens par les experts pour arriver à un résultat. Et c'est ce manque de clarté dans qu'est-ce qu'il faut faire qui peut mener à des problèmes. Et j'aimerais élargir simplement, parce que là, je suis curieux, pour tout ce qui est start-up en Suisse. En France, je reviens sur ma valo post-monnaie, mais on joue à celui qui affiche la valo post-monnaie la plus élevée. Est-ce qu'en Suisse, il y a ce concours comme ça est-ce qu'on en parle beaucoup ? Est-ce que les dirigeants ont l'impression, si tu lèves des fonds, que c'est comme si tu avais vendu ta boîte ? Parce que moi, c'est un peu ça. Moi, j'ai connu des gens qui venaient de vendre leur boîte 50 millions et des gens dont la société était valorisée post-monnaie 50 millions. Je peux t'assurer que celui qui avait le plus le torse bombé, c'est celui qui avait la valo post-monnaie, donc un bout de papier, plutôt que celui qui avait les 50 millions sur le compte bancaire. On s'arrête un peu, là. Et ça, c'est toujours assez surprenant. Et en France, je trouve que ça nuit en fait à l'écosystème et ça nuit à tout le monde. On parlait tout à l'heure à midi, on disait qu'il y a des choses qui nuisent en fait à l'ensemble des acteurs, y compris aux fondateurs. Et donc, est-ce qu'en Suisse, il y a ce côté... on affiche les valos post-monnaie, on cherche à les gonfler par X ou Y. Mais je veux dire un truc, vraiment quelque chose qui m'a marqué. Déjà. Mais afficher, c'est normal. Oui. C'est normal. Afficher, mais je vais te dire, en France, donc il y a eu beaucoup de down round pour les levées de fonds. Donc il y a eu la valo a été revue à la baisse. Bien sûr. Il y a des fondateurs qui ont été prêts pour ne pas afficher sur LinkedIn. On parle d'afficher quelque chose sur LinkedIn. Une valo inférieurs au tour d'avant, ils ont été prêts à consentir des préférences monstrueuses aux investisseurs pour facialement... Parce que si je te fais le schéma classique, tu lèves des fonds, je sais pas, tu lèves 10 millions de préférence à une fois, donc l'investisseur se rembourse une fois. Si tu veux augmenter la valo, tu peux dire, OK, je te donne 2 fois la préf, donc tu me donnes toujours 10, mais tu as une préf à 2 fois, comme ça on garde la valo post-monnaie, la même que la dernière fois par exemple. Mais toi, tu viens de sacrifier 2 fois plus de tes droits financiers. Et ça, tu vois, c'est quand même terrible d'en arriver à consentir des fois des préférences énormes à l'investisseur dans le simple but de ne pas afficher un chiffre à la baisse. Non. Ça, c'est un triple problème. En fait, si tu le prends comme ça ne sert à rien de vouloir absolument la valo la plus haute possible. Si c'est pas fondé, ça va te retomber dessus à une vitesse et ça va impacter tout le monde. Vendeurs, investisseurs, évaluateurs, l'ensemble de l'écosystème financier et des entrepreneurs, on va tous être fichus. Et même, j'ai même envie de dire, ça sert même à rien. Et là, je reprends ta question, la valeur post-monnaie, affichée, nanana. Pour moi, ce qui compte vraiment dans une start-up, honnêtement, je vais pas être trivial, mais le storytelling, ça compte énormément. Ça compte beaucoup plus que la valo. Tu peux faire des valos sur une start-up, c'est super. Le problème, c'est qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, forcément, on va avoir des surprises et forcément, la valeur, elle peut diminuer, elle peut augmenter, elle peut prendre le double, le triple, quintuple, on s'en fout. Mais en fait, ce qui compte, c'est le storytelling et comment l'entrepreneur arrive à vendre sa boîte. Parce qu'aujourd'hui, faire une valo sur une start-up, moi, souvent en Suisse, on me dit, bon, faire une valo de start-up, c'est bien. Mais généralement, c'est du storytelling. On ne va pas aller s'amuser à faire une valo sur tel type de produit, OK. À moins, là, tu vois, là, je pense là, à ça, je ne sais pas d'ailleurs ce que tu en penses, à moins que la start-up ait de l'IP ou des assets extrêmement précis. Et là, à partir de là, on pourrait peut-être calculer la valeur de la start-up sur une espèce de valeur plancher. Ouais, tu vois, mais tu vois, rien que le problème de ça, c'est que combien ça vaut, par exemple, d'avoir une marque ou un brevet qui ne génère pas d'argent ? C'est ça le problème, c'est qu'en fait, on revient, on tourne en rond, c'est le serpent qui se mord la queue. Bien sûr. Quand il n'y a pas de cash flow, il n'y a pas de chiffre d'affaires, c'est compliqué.
Donc, je te rejoins sur l'idée qu'il y a du storytelling. Moi, tu parlais d'être trivial. Ouais. Une société qui ne génère pas de chiffre d'affaires, elle vaut 0. Parce que multiple fois 0, c'est 0. 0. Donc, en fait, quand ta survie dépend du fait que tu lèves des fonds, il ne faut pas inverser le raisonnement. Non. Tant que tu ne génères pas de l'argent, ta société, fondamentalement, tu ne peux pas la vendre. Non. Et c'est ce problème on affiche comme quoi on peut extraire une sorte de valeur parce qu'on a levé des fonds. Non. Hypothétique. Voilà, si tu lèves des fonds, mais si ton BP, si ton plan d'affaires, tu le fais pas, si tu craches la boîte, elle valait 0. En fait, c'est ça, c'est surprenant, c'est que moi, je prends des exemples du fugazi. C'est de la flûte. De poudre de perlimpinpin. C'est exactement. Voilà. Mais le problème, c'est que on prend des exemples de start-up, on va pas les citer parce que c'est dramatique, qui affichaient des valos à 100 millions ou je sais pas combien, et le lendemain, elles sont en liquidation judiciaire. Donc moi, j'ai posé la question, à quel moment tu passes de 100 à 0 ? Tu sais, normalement, tu passes de 100, je sais pas, à 80, et puis après 50. Comment tu peux passer d'un chiffre à 0 ? T'as dû créer un petit malaise, là. C'est terrible. Voilà. Non, parce que moi, je disais juste, au cas où, comme ça, comment on explique aux salariés qu'on valait 100 la semaine dernière et que là, on veut 0 ? Là, c'est compliqué. Ouais, mais non, le marché... Non, mais non. C'est parce que tu valais pas 100 au début. Non, mais voilà. Mais pour moi... Alors, et là, je pense que tu soulèves aussi un point, peut-être c'est la complaisance des évaluateurs et de ceux qui n'arrivent pas à dire non à leurs clients. Il faut savoir dire non. Il faut savoir dire, là, ce que vous faites, c'est n'importe quoi. Là, ce que vous faites... Le truc, c'est si on veut complaire à son client, c'est extrêmement bien, parce qu'on se dit, OK, le client est content, il va nous amener d'autres clients, il va nous payer, nanana, c'est super. Mais en fait, le but, c'est pas ça. Le but, c'est de dire, OK, en tant qu'évaluateur, c'est d'être droit dans ses bottes. Qu'est-ce qu'on fait, c'est bien, c'est d'être clair avec nous-mêmes. Et de 2, si on commence à fausser la valeur, c'est-à-dire qu'il y a un investisseur qui va mettre un prix, et là, on fausse tous les prix. Oui, il y a une société qui a été évaluée à 50 millions, ils ont levé machin, moi, j'ai eu le cas, hein. Et du coup, ça gonfle. J'ai eu le cas. Comme une bulle, ça gonfle, et d'un coup, on va voir quoi, mais en fait, c'est pas vrai. Ouais, et donc, c'est terminé. Ça fait le pchit. J'ai déjà eu le cas des évaluateurs qui avaient fait des valos de start-up qui n'avaient pas de chiffre d'affaires en disant que du coup ça valait 50 millions. Et quand le dirigeant il est allé avec son papier auprès d'une banque d'affaires, la banque d'affaires dit mais je prends pas le dossier. Parce que je peux pas vous dire que ça vaut... la douleur. Du coup tout le monde perd de l'argent, lui il a perdu du temps, c'est terrible. Mais le problème c'est que c'est une phrase que je dis souvent malheureusement, c'est que c'est pas parce qu'on l'écrit sur un bout de papier que ça devient vrai. Ah bah non. Il faut que ce soit fondé. Ah oui. Sinon... non, mais même, tu vois, le temps que tu passes avec le start-upper, avec le dirigeant d'entreprise pour créer un business plan, pour le faire de manière carrée, c'est pas pour rien. Tu passes pas, je sais pas, tu peux passer 3 semaines ou 4 semaines ou même plus à faire un business plan carré en fonction d'hypothèses crédibles. C'est pas pour faire n'importe quoi. Et alors du coup, pour conclure, si tu devais me dire quelle est la... C'est déjà la fin ? Ben, malheureusement. Oh là là, ça passe vite. On n'a pas encore tout à fait fini, mais on se revoit dans 6 ans. Hein, allez. Donc, quelles seraient les différences, si tu devais juste résumer les principales différences entre la Suisse et la France dans le climat, soit des transactions, soit des startups ou de la valo, tu vois, les grandes différences, si tu en vois culturelles là-dessus, sur ces thèmes-là, tu vois, si tu as un sujet préféré. Oui, il y en a une, moi je dirais, fondamentale. Là, alors actuellement, j'ai des clients que j'accompagne pour une transaction et on a eu affaire à des investisseurs français. Alors, tout de suite, mais d'un stressé, mais tendu. Mais calmez-vous. Mais calmez-vous. Alors oui, mais si la dame est part, elle peut nous mettre au prud'homme. Oh là là, de quoi est-ce que vous parlez là ? On se calme, on est en Suisse, on discute. Il n'y a pas de tension, voilà, on est autour de la table. De toute façon, les meilleurs moyens pour crever un abcès ou pour pas qu'il y ait de problème, c'est la discussion. Et voilà, moi, c'est pour revenir à ta question, c'est vraiment cette angoisse. Le français, il est angoissé. C'est moi-même français, mais quand on a un investisseur français, il est stressé, il est angoissé, il veut toujours, voilà, il est toujours sur la brèche. Ce qui est bien d'être sur la brèche, mais on se calme, c'est rien, ça va bien se passer. Et d'ailleurs, c'est un ami avocat qui m'a dit ça. Il me dit, écoute, là, je fais une transac. Les avocats et les investisseurs français en face, ils sont maboules. Ils sont trop stressés. Non, mais voilà, donc c'est vraiment ça, je dirais. Si des investisseurs français souhaitent venir en Suisse, ou voilà, on se détend, on discute,
on va boire une petite bière au bord du lac. Voilà, ça va être très bien. Voilà, puis on se calme. Voilà, moi, je trouve la grosse différence, c'est une approche business assez familiale. En Suisse, même si ça peut être familial et détendu, même si dans la négociation, c'est dur. D'accord. Ouais. Mais par contre, après, ça reste quand même posé. On se pose 2 heures à 3 heures. On discute. Voilà, c'est ça. Ok. Ouais. En Suisse, c'est beaucoup basé sur la construction. La construction, sur le dialogue. En Suisse, on a, je dis on, je me considère comme Suisse, mais on n'a pas, on parle, hein? Ça viendra peut-être. Ah, peut-être. C'est facile ou peut-être. Difficile de c'est dur, hein. C'est dur. Oh, que c'est dur. Ah ouais. C'est dur. J'ai mon fils qui sera suisse avant moi. Ah oui, d'accord. Voilà, okay. Donc bref, non, c'est très très dur. Tu vois, en Suisse, il n'y a pas la même langue, pas les mêmes religions, mais pourtant, il y a quand même un pays uni. Il y a cette culture du dialogue, tu vois, et donc, et ça s'est diffusé au sein de la société, et en France, on voit vraiment que ça se tamponne, quoi. Ouais, voilà. Ok. Mais écoute, merci beaucoup pour ton retour d'expérience. Mais merci. Comme je disais, je blaguais tout à l'heure, mais dans 6 ans. Hein. Non, avant, largement. En tout cas, ça a été un plaisir de te recevoir. C'est super intéressant ce que tu racontes. Et puis, on voit vraiment la complémentarité entre nos deux métiers. Et en plus, on se rejoint sur la vision de la manière de travailler et de voir l'évaluation. Oui. Moi, c'est quelque chose qui m'est cher. Et dans ma manière de travailler, c'est toujours été comme ça. J'essaie de faire les choses honnêtement, en fait. Qu'il n'y ait pas de sensibilité à un choix que tu peux faire. Voilà, faut essayer de faire les choses... C'est dans l'intérêt de tout le monde, en fait. C'est ça l'objectif. Et moi, je pense aussi, si on a... Je ne sais pas si tu partages, si on a un message à faire passer aux entrepreneurs, mais aussi aux évaluateurs, si aux entrepreneurs, on leur dit que non, c'est pas bien, c'est que c'est dans leur intérêt. C'est ça. Ça, c'est difficile. C'est que c'est dans leur intérêt. Et il ne faut pas, nous, en tant qu'évaluateurs, céder à l'entrepreneur, parce que forcément, ça va nous retomber dessus. Voilà. L'entrepreneur, il veut une valo de je ne sais pas combien. C'est normal. Et c'est normal. Mais là, il faut dire non, stop. Voilà. Et si on souhaite prendre contact avec toi et te demander tes services, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, au 06... Non, je rigole. Non. Vous pouvez... on peut me contacter sur LinkedIn. Voilà, j'ai la page Ectelion, voilà, où j'ai un formulaire où on peut me contacter. J'ai ma page aussi. LinkedIn, j'ai différents réseaux sociaux, que ce soit... Je les mettrai dans la vidéo c'est super. Sur YouTube. Merci. TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn. Et je vais avoir mon site web pas très longtemps, donc normalement mois d'octobre. Donc là, je serai un petit peu plus visible et les gens pourront me contacter directement sur le site web. Voilà. Super, merci beaucoup Aristide. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. Merci, allez, ciao.